demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Doit-on, oui ou non, continuer à appliquer la peine de mort dans notre pays? En tout cas, non, du moins pour les abolitionnistes. Cette peine, estime-t-il, viole les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'ils ont encore répété ce jeudi à l'occasion de la journée contre la peine de mort. Joseph Kabila ne s'est pas adressé à la population à travers le Congrès ce jeudi comme annoncé. Les discours très attendus du chef de l'État devraient avoir lieu dans le jour qui viennent. Côté officiel, on estime que le président avait encore besoin de quelques jours pour cerner les contours des résolutions des concertations nationales. Matata Ponyo poursuit son séjour sur le sol américain après son intervention au Forum mondial sur le climat des affaires et des investissements. Le chef du gouvernement a rencontré mercredi un groupe d'hommes d'affaires intéressés par les opportunités d'investissement que présente notre pays. Les comptes rendus de cette randonnée économique sont à suivre dans ce journal. À Passa, dans la banlieue de la ville de Kinshasa, un voleur de câbles électriques a perdu l'usage de l'un de ses membres. Il a connu une fracture lorsqu'un poteau en bois qui servait de réverbère est tombé sur lui. Tel les prix qu'il croyait prendra, dira-t-on. Voilà tout pour les titres. Bonsoir à tous. Une journée pas comme les autres, le 10 octobre de chaque année, est dédiée aux activistes qui militent pour l'abolition de la peine de mort à travers le monde. À Kinshasa, le débat reste ouvert entre les abolitionnistes et ceux qui exigent le maintien de cette sanction pour dissuader les criminels de tous bords. De l'avis de la coalition d'Afrique centrale contre la peine de mort, il y a bien d'autres peines qui remplacent la peine de mort car celle-ci est contraire aux instruments internationaux sur les droits humains. Maître Liévin Ngonji regrette que la proposition de loi déposée par son organisation au Parlement reste sans suite jusqu'à ce jour. Mariam Boya et Dieu merci Sweka. Aujourd'hui, il y a moins de crimes que quand on aura aboli cette peine. C'est à chacun d'apprécier. Mais l'histoire indique dans d'autres pays que lorsqu'on a supprimé la peine de mort, le nombre de crimes n'a pas augmenté. Mais au moins, les responsables de la vie, elle et lui, il a été par la conscience de tout le monde. Célébrée depuis 2003 à travers le monde, la journée contre la peine de mort n'est pas encore très connue du grand public à Kinshasa. Instituée par la Coalition mondiale contre la peine de mort, cette date bénéficie d'un soutien de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Cette journée est mise à profit dans plusieurs pays pour des actions de plaidoyer sur l'abolition de la peine de mort. À l'heure actuelle, 16 États ont déjà aboli cette peine en Afrique, 20 sont abolitionnistes de fait et 17 pratiquent encore des exécutions selon les statistiques de cette organisation. Liévin Ngonji, président et coordonnateur de la Coalition d'Afrique centrale contre la peine de mort, estime pour sa part que d'autres peines peuvent être appliquées à l'encontre d'un belligérant condamné à mort.
les avancées que nous avons enregistrées pour le moment semblent stoppées. Et c'est pour cela que nous nous proposons, avec l'appui de la francophonie, de faire inscrire notre pays sur les schémas initiés par les gouvernements belges, français et canadiens, de créer un réseau de parlementaires francophones contre la peine de mort qui puisse booster cette idée au Congo, d'amener les députés à comprendre le bien fondé de ce combat, de cette lutte pour l'abolition de la peine de mort, qui est une lutte pour la vie, qui est une lutte pour l'humanité, qui est une lutte pour les droits humains. Depuis 2006, cette structure lutte pour l'abolition de la peine de mort. Elle dit avoir proposé une loi au Parlement qui jusque-là reste sans réponse. Abolir la peine de mort en RDC passe essentiellement par la révision du code pénal qui, comme on le sait, retient jusqu'à ce jour cette peine. Pour sa part, Maître Richard Bondo, président de l'organisation non gouvernementale Avocats sans frontières RDC et abolitionniste, explique que le désastre causé par les deux guerres mondiales ont obligé les nations civilisées réunies au sein des Nations Unies à consacrer la sacralité de la vie humaine. Il précise que le moratoire est en observance jusqu'à l'abolition de la peine de mort et de la révision du code pénal congolais. Le président du collectif des ONG de défense des droits humains est interrogé par Christopher Kamonda et Dieu merci Sueka. Le moratoire n'a pas de délai. Le moratoire, c'est pour amener les États à abolir la peine de mort. Vous l'avez dans vos législations, notamment chez nous avec le code pénal, mais il faut observer le moratoire jusqu'à l'abolition de la peine capitale. Mieux vaut, le moratoire n'est qu'un pis-aller. Le moratoire n'est qu'un pis-aller. Parce que toutes les nations sont appelées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par le fait d'appartenir à la société des États civilisés qu'on appelle les Nations Unies, il y a ce devoir d'abolir la peine de mort. Et c'est pour cela que le moratoire, qui n'est qu'un pis-aller, a pour finalité de contraindre les États dans leurs législations respectives à abolir effectivement la peine de mort. Et c'est le combat que nous menons dans le cadre de la coalition. C'est un engagement des individus, des ONG, des institutions, parce que même les parlements viennent à nos congrès de lutte contre la peine de mort. Il y a des parlementaires, les responsables des parlements à travers le monde qui viennent à notre congrès de lutte contre la peine de mort. 14e réunion du comité des chefs de police de l'Afrique centrale. Les travaux se poursuivent en commission. Avant la clôture, les participants ont jeté leur dévolu sur la RDC qui prend la direction de cette organisation sous-régionale et remplace le Congo-Brazza. Ces assises se penchent depuis 2 jours déjà sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre la criminalité transfrontalière dans cette partie de l'Afrique. Les réflexions ont lieu au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Mariam Boya. C'est une première pour la République démocratique du Congo. La 14e session ordinaire du comité de chefs des polices d'Afrique centrale, couplée au 14e forum des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique centrale, se tiennent de manière simultanée en République démocratique du Congo. Mettant à profit ces assises, le commissariat général de la police nationale congolaise entend profiter de ces travaux pour répondre aux standards internationaux. Le général Charles Bisengimana, commissaire général de la police nationale congolaise, se dit optimiste. Cette unification tombe à point nommé car elle permet à la police nationale congolaise de répondre aux standards internationaux à l'instar de toutes les autres polices de notre espace CCPAC. Que toutes les autorités de notre pays, artisans de cette unification de la police nationale congolaise, veuillent trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.
Pour Richard Muyej-Manguez, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, dans très peu de temps, la police nationale congolaise changera son image, surtout sur le plan de la lutte contre la criminalité. Aujourd'hui, c'est un élan de solidarité qui se manifeste et qui touche à la sécurité des biens et des personnes, mais aussi à la stabilité des institutions. Et nous sommes très avancés dans cet effort de changement et je peux vous assurer que notre rôle, nous le jouerons pleinement et avec efficacité. La lutte contre la criminalité transfrontalière, voilà le combat auquel s'engagent les polices de la sous-région d'Afrique centrale. La RDC devrait mettre à profit ces échanges pour profiter des expériences des autres afin de mettre fin au régime de Koulouna dans la capitale. Les concertations nationales se sont clôturées depuis le discours de clôture du chef de l'État. À ce jour, tout le monde attend des mesures importantes promises par le président de la République. Le congrès annoncé pour ce jeudi a été renvoyé à la semaine prochaine. Invité au congrès, le président Sassou Nguesso ne serait pas disposé pour traverser le majestueux fleuve Congo pour cause des calendriers. Dans l'opinion, l'on s'interroge pour savoir ce qui serait à la base de l'indisponibilité de l'accompagnateur à la carte des concertations nationales. Suivez plutôt ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. Le congrès annoncé pour des mesures importantes aux recommandations des concertations nationales n'a pu avoir lieu jeudi, comme la presse s'était empressée de le prédire. Le président du Congo voisin, accompagnateur à la carte des concertations nationales, aurait même reçu en bonne et due forme son invitation officielle pour prendre part à ce congrès attendu de tous les vœux par les Congolais. Le duo Kengo Minaku, qui avait effectué le déplacement du Brazzaville, n'a fait que déposer l'invitation sans en avoir un accord de principe du président de l'autre rive. Selon le quotidien Le Potentiel, qui cite des sources proches de l'entourage immédiat du président Denis Sassou Nguesso, affirme que celui-ci ne serait pas disposé à effectuer la traversée de Kinshasa pour des raisons de calendrier préalablement arrêtées. D'où ces interrogations. Comment justifie-t-on ce déplacement de Kinshasa dans un processus où Sassou Nguesso n'avait même pas été consulté? Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre Kinshasa et Brazzaville pour qu'un noce vienne s'improviser dans la machine qui semblait partie pour des lendemains meilleurs? Les langues pourront se délier afin qu'on sache en quoi a consisté l'achoppement actuel. Toutefois, d'aucuns supputent que le président Denis Sassou Nguesso se serait attendu à jouer un rôle de premier ordre et non être confiné dans la figuration d'un scénario concocté à son insu. En un mot, comme en mille, Sassou ne voudrait pas venir à Kinshasa pour les décors. Vous le savez peut-être déjà, l'une de ces recommandations formulées par les concertateurs porte sur la cooptation des femmes à hauteur de 30% dans les assemblées délibérantes. Les bénéficiaires commentent diversement selon ce qu'elles se trouvent dans un camp ou dans un autre. Si les unes saluent l'idée, les autres en revanche estiment que ce quota devrait être porté à 50%. Quoi qu'il en soit, l'application de cette décision est attendue avec impatience. Rosa Wazi les a rencontrés au siège de la CENI. La cooptation des femmes à 30% suscite des réactions auprès de la junte féminine. Pour Faïda Mwangiloa, l'initiative est à saluer à sa juste valeur. De toutes les façons, ce n'est que la loi qu'on est en train d'appliquer déjà au niveau de la constitution de notre pays. Le principe de parité a été inscrit dans la constitution. Je crois que c'est un problème de droit. C'est un problème de droit, mais moi j'insiste sur le fait que, en même temps que nous sommes en train de réclamer la mise en œuvre de la parité, en même instant, nous devons en tout cas exiger des compétences pour les hommes comme pour les femmes. Pour sa part, Jacqueline Bissimois estime que 30% sont insignifiants par rapport à ce que prévoit la Constitution. C'est une bonne chose, mais je crois que c'est comme si on faisait un pas en arrière, parce que la Constitution elle-même consacre la parité. Et donc je ne vois pas pourquoi on reculerait en parlant de 30% au lieu de parler de 50%, parce que c'est constitutionnel. Les pouvoirs publics sont appelés à traduire en acte cette recommandation, conseille Princesse Kalongo. Nous acceptons ce qu'ils ont dit, les 30%, on a toujours dit ça. Ce n'est pas du nouveau, hein? On a toujours dit les 30%, mais on veut voir ça à l'œuvre, qu'on applique ça, les 30%.
Comme le chef coutumier dans les assemblées provinciales, les femmes seront elles aussi cooptées dans les institutions du pays. Une manière pour les initiateurs de cette idée de permettre au pays de respecter la parité hommes et femmes et de permettre à celles-ci de participer à la gestion du pays. Pendant ce temps, les gouverneurs des provinces venus prendre part aux travaux des concertations n'ont pas voulu regagner leur province sans prendre quelques contacts au niveau national. Mercredi, ils ont échangé avec le ministre des Affaires foncières des questions liées à ce secteur sur l'ensemble du pays. Ils ont aussi parlé de la gestion des cimetières qui pose problème dans beaucoup de villes du pays. Le rapporteur, le gouverneur du Nord Kivu, répond aux questions de Nadine Laing et Pati Aloma. La gouvernance foncière fait partie des grandes priorités du gouvernement, surtout au regard de l'explosion de nos villes. Et le ministre a tenu à nous associer parce qu'il a conçu un programme de la constitution des réserves foncières au niveau de toutes les villes, en prévision de l'extension. Parce qu'à l'heure qu'il est, toutes les villes de la RDC ont dépassé le cap de 1 million d'habitants. Mais il n'a pas été prévu des espaces où on doit glisser les populations qui peuplent ces espaces-là. Voilà pourquoi le ministre nous a associés à cette réflexion pour que les gouverneurs à leur niveau puissent déjà réfléchir pour la constitution de ces réserves-là, de manière demain après demain à permettre que lorsque les villes seront sursaturées, qu'il y ait des espaces où on va devoir glisser les populations. La deuxième réflexion était relative à la gestion des cimetières qui sont profanés à longueur de journée. Lorsqu'on voit partout à travers la République que les gens ont appris à construire sur des cimetières et ne respectant plus les lois, les différentes lois qui régissent ces espaces-là. Là, il a été clairement indiqué effectivement que les provinces doivent sanctionner très sévèrement ce qui s'adonne à ce genre de comportement. Je l'annonçais à l'ouverture, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, Matata Ponyo a pris part active mercredi à Chicago aux travaux de la 9e édition des US Africa Business Summit. Pendant près de 30 minutes, le Premier ministre a exposé sur le potentiel de la RDC et les opportunités d'investissement qu'elle présente. C'est un compte rendu de la presse de la primature. Le chef de gouvernement, en vrai manager, vient offrir à ses investisseurs l'opportunité de s'installer au pays de Joseph Kabila. Vous avez face à vous un pays dont l'économie offre des potentialités énormes, 4e en tête d'affiche au continent, actuellement bien géré, tourné vers la gouvernance, la croissance et la compétitivité, leur dit-il. Alors, n'hésitez pas, venez chez nous. En résumé, tout ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'amélioration de la gouvernance économique dans notre pays, les efforts faits par la République dans le domaine notamment des réformes vigoureuses pour améliorer le climat des affaires font que davantage de partenaires bilatéraux et multilatéraux nous font énormément confiance. Certainement qu'il y a encore des progrès énormes à faire dans le domaine judiciaire, dans le domaine légal, dans le domaine commercial. Mais aujourd'hui, le niveau atteint est de nature à pouvoir favoriser la venue des investissements étrangers et notamment des investissements américains. Je suis venu vendre la RDC auprès de vous pour que vous puissiez venir dans notre pays, investir et qu'ensemble, dans un partenariat gagnant-gagnant, nous puissions progresser. Ce face-à-face a été une véritable opportunité pour Matata Ponyo Mapan de présenter une fois de plus la détermination et les efforts de son gouvernement à attirer, sous l'impulsion du chef de l'État, les investissements directs étrangers. Rappelons que cette démarche puise son origine sur le nouvel engagement pris par les autorités congolaises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Présents à Chicago dans la suite du Premier ministre, les ministres de Mines, du Plan, de l'Agriculture et leurs collègues délégués aux finances reconnaissent à juste valeur la portée du message du chef du gouvernement congolais aux participants à ces travaux. Ils caressent un espoir certain que cette présentation trouvera un écho favorable dans le milieu de la finance internationale. Encore une fois de plus, les détails dans ces condensés de nos confrères de la presse de la primature. La RDC est un pays très riche. Ils accompagnent le Premier ministre dans son périple américain de séduction
Ils, ce sont les membres du gouvernement, 4 au total, et bien entendu, plusieurs experts. Augustin Matata Pogno a peint la toile RDC en une trentaine de minutes et eux, à leur tour, en font le décryptage. Nous voulons que les États-Unis viennent et le discours du Premier ministre a été à lui-même éloquent. Et j'ai été vraiment à l'aise de suivre mon Premier ministre en train de convaincre les plus puissants du monde, les Américains. La RDC a un climat d'affaires de plus en plus assaini, que des informations qui arrivent ici sur la situation d'insécurité qui règne au pays sont des informations tronquées. Je crois que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a démontré que s'il y a de l'insécurité au pays, c'est dans une petite poche, un réduit du pays à l'est, et que des efforts énormes sont faits dans ce domaine pour justement assainir totalement la situation. La croissance, il faut aller la chercher là où elle se trouve. Les opérateurs économiques, il faut leur apporter l'information et surtout il faut les mettre en condition de venir investir dans votre pays. Est-ce que le Premier ministre, à la demande du chef de l'État, est venu faire ici? Pour avoir de l'ampleur, doit être, disons, tenu par les premiers responsables du pays. Parce que les investisseurs, d'une manière générale, ils font confiance aux autorités premières du pays, soit au chef de l'État ou au Premier ministre, parce qu'ils peuvent se dire ainsi qu'il n'y aura pas d'obstacle dans la mise en place de leur investissement. Agents et cadres de la Direction générale des douanes et accises, experts du gouvernement et de la Banque centrale réfléchissent ce jeudi sur l'examen des aménagements douaniers fiscaux du secteur bancaire. Le directeur général de la DGDA, à l'occasion de l'ouverture de ces travaux, invité les participants à une analyse sans complaisance de la question. Ils doivent parvenir à des propositions susceptibles d'aider le gouvernement à réussir le pari de la bancarisation de paye des agents et fonctionnaires de l'État. Sylvie Ngaloula et Fiston Bouini. Les membres de la commission tarifaire ont 2 jours de réflexion pour traduire en acte la recommandation du gouvernement en rapport avec le processus de la bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Conscient des avantages qu'accorde ce système bancaire, le DG des douanes et accises invite les séminaristes à plus de responsabilités. À la requête du secteur bancaire, que la commission tarifaire doit essayer d'apporter des propositions de solutions idoines. Cela étant, j'en appelle à l'expertise de chaque membre de la commission pour que, pendant ces quelques jours d'échange, il y ait un débat constructif et fructueux sur la question à l'ordre du jour, de manière à rencontrer la politique du gouvernement qui, par son appui au secteur bancaire, doit réussir l'opération de bancarisation de la paye des salaires du personnel sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne la DGDA, je voudrais vous rassurer que tout a été fait afin que les travaux puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles pour des résultats satisfaisants. Cette rencontre de la commission tarifaire de la session spéciale 2013 devrait également se pencher sur le taux des droits de douane à l'exportation et à l'importation, ainsi que la question liée à la TVA. L'organisateur attend des propositions concrètes à la clôture de ces séminaires pour permettre au gouvernement de gagner le pari de la bancarisation dans cette régie financière. Les travaux de l'atelier de mise en place d'un cadre de concertation entre les jeunes et les pouvoirs publics se sont achevés mercredi ici à Kinshasa, organisé par l'initiative du programme des Nations Unies pour le développement. Ces assises ont permis aux participants de lancer un vibrant appel à l'intention de l'exécutif provincial pour formalisation de ce cadre par un acte légal afin de lui donner une force obligatoire. Nadine Waïfiloa et Jean Loumossi.
Le mariage est scellé entre le jeune de Kinshasa et le pouvoir public. À l'issue de ces 2 jours de travaux, un cadre permanent des concertations vient de voir le jour. Il servira de lieu d'échange, de dialogue entre les jeunes et les décideurs. L'objectif poursuivi est celui de permettre de rapprocher les 2 parties et de mobiliser la population pour le développement du pays. Le vice-président du Conseil national de la jeunesse a des raisons de se réjouir. Les jeunes ne seront plus jamais mis à l'écart lors des prises de grandes décisions sur l'avenir du pays. Baker Bakenza affirme que ces cadres brisent la barrière. Nous avons un phénomène au niveau du pays dans l'ensemble qui fait que les jeunes sont abandonnés, les jeunes ne sont pas encadrés, les jeunes ont des problèmes, ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes sont chosifiés par les politiciens, les jeunes sont déscolarisés, les jeunes ont plusieurs problèmes de santé, ainsi de suite. Maintenant, il faut quelque part, on doit commencer quelque part. Pour sa part, le ministre provincial de la jeunesse, Godard Motemona, estime que la mise en pratique de ces cadres sortira le pays de la crise juvénile. Cet espace d'échange, de réflexion, de dialogue entre les jeunes et le gouvernement et les gouvernants, c'est très important. C'est très important, mais ne demeurons pas théoriques. Il faut en assurer l'opérationnalité. La mise en place de ces cadres de concertation est une preuve suffisante que les jeunes de Kinshasa sont disposés à soutenir le pouvoir public dans la marche du pays vers le développement. Les quartiers Mpassa 1 dans la commune de Lansele est plongé dans le noir depuis quelque temps. À l'origine, le vol des câbles électriques de 300 mètres par des inciviques. La situation est d'autant plus pressante qu'elle exige une intervention. Vous allez le voir, un incivique qui a volé un câble a fini avec une fracture. La population d'Mpassa demande l'installation d'un sous-commissariat de la police pour traquer ce type d'incivique. Jimmy Mamogo. Plus de peur que de mal pour les habitants du quartier Mpassa 1 dans la commune de Lansele. Entre 2h et 3h du matin de ce jeudi, alors qu'il pleuvait encore, un homme non autrement identifié s'est résolu de voler le câble électrique d'une longueur de 300 mètres qui dessert cette agglomération en courant électrique. Ironie du sort, ce poteau a cédé et s'est écroulé sur lui. L'apprenti voleur s'en tire avec une fracture, explique ce témoin. Nous sommes victimes d'un vol de câbles du courant. Ces câbles, évidemment, servaient pour l'hôpital, notre centre hôpital méthodiste. La population de Mpassa est en train de regretter donc ces successions de vols de câbles du courant. Annie Assouli, chef nursing à l'hôpital méthodiste de Mpassa 1, s'inquiète elle aussi des conditions sécuritaires de ses patients. Ce centre hospitalier aide beaucoup la population de ce quartier. Faute de coupure brusque du courant électrique, les femmes césarisées et les enfants dans les couveuses, tous sont en danger, dit cette femme. Par manque de courant, l'insécurité bat son plein par ici. Les habitants de ce quartier interpellent les pouvoirs publics et exigent une sécurité permanente pour que tel incident ne se reproduise plus jamais dans cette partie de la capitale. Rosa Waz, dans ce journal, nous fait la lecture de journaux Paris à Kinshasa. Revue de presse. Plusieurs sujets rivalisent d'ardeur sur le une de journaux parus ce jeudi, dont la capitale. Ouvrons le bal avec le potentiel qui titre à sa une « Sassou incertain, le congrès décalé ». Le journal rappelle que le chef de l'État a promis de rendre compte à la nation de sa compréhension des recommandations de concertation nationale devant le Parlement. Annoncé d'abord pour ce jeudi 10 octobre, le congrès attendra encore sa convocation par Joseph Kabila, peut-être le mardi 15 octobre prochain, sauf imprévu des dernières minutes. Hors de Brazza, poursuit les confrères, il nous revient que le président Denis Sassou Nguesso serait aux abonnés absents suite à son calendrier chargé. Du coup, un os sincère dans l'engrenage avec comme conséquence l'incertitude sur la présence de l'accompagnateur signé au congrès convoqué par la
circonstances aux fins d'annoncer de grandes décisions. Et pendant ces temps, l'avenir annonce la tenue des élections urbaines, municipales et locales en 2014. Devant le délégué de 448 partis politiques, l'abbé Apollinaire Malou a annoncé l'organisation des élections en 2014. Et c'est au regard des défis titanesques à relever et qui ont trait à l'étendue du territoire congolais, au manque d'infrastructures. Concernant les budgets y afférents, les prévisions budgétaires sont déjà entre les mains du gouvernement et la CENI promet de suivre son évolution pas à pas au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Un plan Marshall pour dépiécer la RD Congo prévient le phare. Depuis un certain temps, en effet, l'idée d'un plan Marshall spécifique à la partie est du Congo est en train de faire le tour de certaines chancelleries occidentales. Ces concepteurs pensent sans doute, en l'instar de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, que le fait de partager les mêmes projets économiques et sociaux avec l'appui financier de la communauté internationale pourrait atténuer les tensions persistantes dans la sous-région de Grand Lac. Matata Ponyo convainc les hommes d'affaires américains, rapporte l'Observateur. Connu pour sa maîtrise des dossiers économiques et financiers congolais, Matata Ponyo a séduit les Gotha américains de l'investissement et de la haute finance internationale à Chicago. C'était lors du forum sur le climat des affaires organisé par le Corporate Council for Africa. Bouclons cette revue de presse avec la prospérité qui revient sur la rencontre Mugalou et Tshisekedi. Le pasteur Théodore Mugalou, chef de la maison civile du chef de l'État, a été reçu le mardi 8 octobre 2013 par Etienne Tshisekedi, président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Qualifiée de top secret, la rencontre n'a laissé aucune fumée sortir. Même les organes de cette formation politique ont été tous tenus à l'écart. Mais de quoi ont-ils parlé? S'interroge le journal, mais cela reste un mystère. Placide Kanza. Merci Rosa Wazi, comme vous l'avez dit, le temps va nous fixer certainement. Avant de nous séparer, mesdames et messieurs, nous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire à notre consoeur de Télé 7, Nadine Laing. Que ce jour vous apporte succès, bonheur et longue vie. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain, c'est demain. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.